Et on va parler des marques les plus fortes et les mieux valorisées au monde en compagnie de Bertrand Chauvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Brand Finance France et vous avez publié votre classement des 500 marques les plus fortes et les mieux valorisées. D'abord, moi, je voudrais un peu mieux comprendre ce que ça veut dire concrètement. Quelle est la méthodologie derrière ce classement ? Alors la méthodologie, elle est assez simple. Elle est d'abord de comprendre en quoi une marque est forte, c'est-à-dire en quoi elle se distingue de ses concurrents. Et quand on dit forte, c'est évidemment sur des critères d'estime comme sur des critères de valeur. Donc il y a de la subjectivité quand même. Il y a de la subjectivité, en même temps il y a du tangible. Donc c'est à peu près une cinquantaine de critères qu'on va regarder, qui vont de la façon dont les entreprises investissent sur leur marque ou leur portefeuille de marque, donc on peut faire des dissociations. Cet investissement-là, il peut couvrir le produit, il peut couvrir la communication et le marketing, il peut couvrir le prix, il peut couvrir la promotion, la distribution. Donc pour une banque, un réseau commercial, c'est aussi une part de communication, les enseignes, etc. D'accord. Donc ça, c'est important de bien évaluer justement l'évolution de cet investissement dans le temps. La deuxième partie, donc ça corrobore à 25% du score de force de marque. D'accord. Les 50% suivants vont correspondre à l'image de marque. Donc, quelle est la perception par les parties prenantes, les clients. Et comment on mesure ça ? On fait un sondage ? Oui, donc nous on a une étude qui corrobore ça, donc sur 55 000 adultes dans le monde, qui vont évaluer 2 à 3 marques en moyenne, et qui vont justement contribuer à alimenter en données le classement annuel. Okay. Donc il y a les clients, mais il y a aussi les collaborateurs, il y a aussi les investisseurs, et puis il y a aussi les parties prenantes, donc tout ce qui vont être les critères ESG sur la RSE, et qui vont contribuer, la RSE c'est à peu près 5% du score total de force de marque. D'accord. Et puis enfin, sur les 25% restants, on va mesurer la performance de la marque, c'est-à-dire en valeur comme en volume, chiffre d'affaires, revenus, profitabilité, mais aussi fidélité à la marque, pour voir aussi quel est le trend sur la marque à long terme. Tout ça, ça nous donne un score sur 100, un indice. D'accord. Quand le score est inférieur à 50, la marque, elle détruit de la valeur. Quand le score est supérieur à 50, la marque, elle crée de la valeur dans le temps. Voilà. Okay. Alors après, aujourd'hui, les marques du Global 500 Brand Finance de cette année, comme de chaque année d'ailleurs, en fait, elles sont toujours des marques assez fortes avec des scores assez élevés. C'est ainsi que WeChat cette année a un score qui est quasiment autour de 98, donc ce qui est évidemment quelque chose de très très élevé. Et ça mesure d'une part des investissements forts qui sont faits sur la marque et d'autre part une image et une perception par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit en termes de notoriété comme de considération, qui améliore la réputation totale et qui a un impact direct sur la façon dont on consomme finalement les produits et les offres et les services de l'entreprise, et du coup sur la performance économique, qu'elle soit volume ou valeur bien entendu. Alors moi, le truc qui m'a amusé, qui m'a un peu surpris, c'est que Apple est repassée en tête du classement des marques les mieux valorisées. Elle avait perdu cette place il y a 4 ans face à Amazon. Oui. Et moi, au regard de ce qu'on vient de traverser et ce qu'on est encore en train de traverser, je me dis au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui a profité de cette crise, finalement c'est Amazon, la livraison des colis, voilà, le e-commerce, il y a une tendance de fond. Alors que chez Apple, je n'ai pas vu d'innovation majeure ou de possibilité en tout cas de surfer sur cette tendance-là maintenant. Peut-être un peu effectivement le télétravail, digitalisation, mais tout le monde ne s'équipe pas avec des appareils Apple. Donc j'avoue que j'aimerais bien comprendre. C'est une très bonne question. En fait, la marque, c'est un actif long. En fait, c'est pas parce que vous investissez en année N que derrière vous allez obtenir tout de suite une contribution de la marque à votre activité. Ouais. Alors chez Brand Finance, on travaille beaucoup ça en fait, c'est-à-dire qu'au-delà de la valorisation, au-delà de la force de marque, il faut mettre tout ça en correspondance pour comprendre par ligne d'activité, par géographie, par rapport à des objectifs d'investissement quand on fait des fusions-acquisitions, par rapport à du sponsoring et du partenariat sportif ou autre, des associations de marques par exemple, quand on met Apple et Hyundai ensemble par exemple, qu'est-ce que ça peut donner, vous voyez. Donc en fait, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire quel est l'actif, mais quelles sont aussi les perspectives sur cet actif. Comme n'importe quel actif, quand on le valorise, on va regarder à l'année N ce qu'il produit, mais on va aussi se projeter dans le temps sur les 5 années futures et regarder justement quels sont ces trends. Et ce qui est intéressant donc cette année sur Apple, c'est une demi-surprise en fait, c'est-à-dire que Apple continue à creuser un sillon avec une acuité et une précision, on va dire d'enfer, c'est-à-dire qu'ils regardent dans tous les détails comment ils peuvent stretcher au maximum leur offre et comment ils peuvent grossir finalement leur part de portefeuille chez chacun des clients dans le monde. Et puis c'est pas pour rien qu'on a vu des iPhones de plus en plus chers, mais en même temps des iPhones de plus en plus accessibles. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui les iPhones, ils ont réduit leur part, ils étaient à 2/3 il y a quelques années dans le portefeuille total. Aujourd'hui c'est 50% du volume d'affaires d'Apple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement Apple aujourd'hui est capable de démultiplier sur de nombreux champs. Les applications évidemment, le jour de l'an c'était plus de 500 millions de dépenses en une journée sur l'Apple Store.
Donc vous voyez, c'est colossal, c'est dingo. Ouais. Donc voilà un petit peu l'ampleur des faits. Et puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire tout ce que Apple commence à prendre, que ce soit évidemment sur la musique, mais sur Apple TV, sur Apple Arcade, sur le gaming, etc. Ouais, la stratégie de diversification, à un moment, ça porte ses fruits. Exactement. Et puis on voit avec les devices, l'Apple Watch va avoir un impact aussi très important. C'est-à-dire que c'est comme les AirPods. Enfin, ça fait 10 ans qu'on le dit, et puis j'ai du mal à le voir encore. Il faut prendre son temps. Vous voyez, c'est des petites innovations, c'est des petits cailloux, mais chaque fois qu'on les sème, à la fin, ça va faire des grandes rivières. Et les choses impressionnantes, c'est justement ce qui se passe sur l'Apple Watch aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est prouvé que l'Apple Watch peut traquer, anticiper finalement la détection du Covid, par exemple, avant les visites chez le médecin. Attendez, quoi ? Oui, absolument. C'est-à-dire que l'appli Apple Santé, elle peut traquer sur un certain nombre de critères et vous dire que finalement, vous avez des signes annonciateurs du Covid avant qu'on ne vous teste. Donc ça, c'est évidemment, il y a des relations à la vie privée, etc. Mais aujourd'hui, technologiquement, on commence à être relativement au point là-dessus. Et l'impact que va avoir ces devices qui sont beaucoup plus connectés au corps, il ne faut pas oublier qu'Apple avait racheté Beats, les casques, avec une dimension qui était plutôt mode, une cible qui était plutôt restreinte, et qu'avec les AirPods, c'est un succès mondial là aussi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se greffer dans énormément d'oreilles et à redonner finalement une sorte d'habitude, un usage et une utilité aux écouteurs que l'on n'avait pas avant, puisque c'est des assistants vocaux, c'est des prolongements de l'isolation dans un espace de travail, et en même temps c'est des écouteurs tout bêtes. Donc c'est cette capacité d'Apple d'humaniser la technologie et derrière d'aller par le design, par le prix pratiqué, à aller chercher de la valeur, et ça c'est ce qui les distingue d'Amazon. Amazon est sur un business un peu plus différent, il est plus sur du volume, mais on voit bien que la marque elle a moins de capacité à générer autant de profit que Apple par rapport à son chiffre d'affaires. Ouais, d'accord. Alors, si on regarde de plus près l'autre classement, qui est celui des marques les plus fortes, on est sur WeChat en tête. Oui. Alors, elle détrône Ferrari. Oui. Donc, on n'est plus du tout dans le même monde, entre guillemets. Oui. Qu'est-ce qui explique ça ? Parce qu'en plus, WeChat, j'avais pas le sentiment que c'était une marque encore vraiment mondiale. Absolument. Donc, c'est quand même très géographique. Oui. Donc, comment on explique, par rapport à Ferrari, qui pour le coup est une marque vraiment mondiale, comment on explique cet inversement ? Alors WeChat est mondial puisque vous pouvez la télécharger en France, comme dans n'importe quel pays. Mais elle n'est pas dans les... Elle est aussi utilisée en France, alors peut-être pas avec les mêmes parts de marché. Voilà. Donc, pour rien vous cacher, Ferrari reste encore la marque la plus forte en France, en Angleterre et évidemment en Italie. Donc voilà, ça ne change pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a un changement justement de référent. C'est-à-dire que les marques digitales aujourd'hui, elles prennent de plus en plus de place dans la vie des gens et du coup, elles sont en contact permanent. Et WeChat est l'exemple emblématique, pas simplement de cette année, puisque cette croissance, elle est pas nouvelle, mais elle se concrétise par cette première place. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a un monde, je voudrais pas dire vieille industrie, parce que ce serait pas très sympa, mais on sait que l'avenir de la voiture est hyper challengé, et c'est une marque technologique qui plus est chinoise qui prend... qui prend le pas. Je trouve que le symbole est quand même assez fort, en fait. Absolument. Et en fait, la réalité, c'est que WeChat adresse tous les petits besoins que peuvent avoir leurs clients. Que ce soit dans du réseau social, que ce soit dans la réservation d'un taxi, de l'achat en ligne, des services financiers. Et donc, il y a plein de petits éléments qui viennent s'additionner et qui viennent, en fait, par l'écoute très fine qu'ils ont des clients, ils arrivent à leur proposer à chaque moment énormément d'utilité. Et c'est cette utilité-là qui fait leur point de différence et qui fait qu'il y a un niveau non seulement de considération au-delà de la notoriété même de la marque, mais elle est très considérée, et qui derrière fait aussi des usages et du coup des dépenses sur l'application qui sont exponentielles. Et à partir de là, on a une marque justement qui a une capacité, par les critères qu'on a pu analyser sur le tunnel d'achat, qui sont assez phénoménaux. À l'opposé, on va dire que Ferrari, finalement, est assise sur un héritage et elle capitalise énormément dessus parce qu'elle vend finalement très peu d'automobiles. Par contre, elle vend beaucoup de licences, elle attire toujours, elle est référente, elle est un symbole fort. Oui, mais ce n'est pas non plus ni un symbole technologique, ni un symbole forcément d'innovation. Exactement. Et ça, c'est un petit peu, si on regarde au niveau géographique, c'est un petit peu le risque qui pèse sur l'Europe. C'est-à-dire que le fait que la richesse de nos marques européennes, d'une part, ne sont pas assez technologiques. On est un petit peu trop manufacturier, ce qui n'est pas forcément un défaut, puisque à terme, ça reste quand même une prééminence dans les offres futures. Mais par contre, on a du mal à créer un effet de masse et de puissance. C'est-à-dire que WeChat, aujourd'hui, arrive à cette position dans le classement, c'est parce qu'aussi, il s'adresse à 1 milliard et plus de Chinois. Et qu'à partir de là, il a une base de consommation locale tellement forte qu'évidemment, ça l'aide à déployer ses offres, ses services, à innover et finalement, demain, à continuer à innover sur les nouvelles géographies. Et ça, les investisseurs le voient
assez bien, notamment en termes de capitalisation, puisqu'on était un peu plus de 500 milliards de dollars cette année sur WeChat, ce qui est aussi une certaine valeur, un quart d'Apple. Le truc qui m'amuse aussi, c'est la croissance la plus élevée, qui est de Tesla dans le classement les mieux valorisés, plus 158%. Oui. On parle beaucoup d'une bulle autour de Tesla quand même. Est-ce que tout ça est bien rationnel? Alors, c'est sans doute un peu tôt pour le dire. Bulle ou pas bulle, c'est peut-être pas à moi de répondre. Ce que l'on peut dire, c'est que la marque Tesla a connu une croissance exponentielle qui est vraiment légitimée par sa capacité, là aussi, à adresser les besoins du client. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les constructeurs, notamment européens, suivent avec pas mal de résultats, puisque Volkswagen et bien sûr Renault sont en tête du nombre de véhicules vendus. Par contre, en termes de valeur par véhicule, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios et c'est ça qui fait toute la différence. Et la capacité de Tesla, c'est non seulement évidemment de proposer des véhicules électriques, écologiques assez intéressants, mais de l'autre côté, c'est aussi de créer un écosystème autour de ça. C'est-à-dire que c'est aussi l'ergonomie d'usage, c'est aussi la façon dont l'ensemble de l'expérience client est conçue, avec ses défauts, puisqu'ils ont du défaut en SAV, etc. Mais malgré tout, de travailler sur ça de façon assez fine et puis de l'étendre à d'autres champs. C'est-à-dire que les tuiles solaires, tous les éléments de recharge, batterie, stockage d'énergie, etc., sont des éléments aussi qui participent à la croissance qui est là aussi perçue par les investisseurs, mais par l'ensemble des marchés, et qui donne du potentiel à la marque Tesla en termes de valeur. À noter que Tesla n'est pas encore dans le top 10 des marques fortes, par exemple. Donc, elle n'a pas rattrapé Ferrari. C'est une bonne leçon. Merci beaucoup Bertrand Chauvet, directeur général de Brain Finance France. Bismart, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, vous avez rendez-vous dès lundi avec Stéphane Soumier. Très bon week-end à tous sur Bismart.